Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de justice. Il est 3 heures du matin, et j'essaie encore de digérer tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Mes mains tremblent alors que je tape ces mots, mais il faut que ça sorte. Voici l'histoire de la façon dont ma femme a tenté de bousiller ma vie, et comment j'ai retourné la situation contre elle en utilisant les talents mêmes qui l'avaient séduite au départ. Je m'appelle Jake Mitchell, 42 ans. Je dirige une boîte de sécurité d'entreprise à Chicago. J'ai passé 12 ans dans le renseignement militaire avant de fonder Mitchell Security Consulting en 2013. J'ai commencé avec 50 000 $ d'économie et un ordinateur portable. Aujourd'hui, l'entreprise tourne bien, environ 2 300 000 $ de chiffre d'affaires annuel. Nous aidons les sociétés à protéger leurs données et leurs cadres contre les menaces. En gros, on me paie pour penser comme un criminel et les arrêter avant qu'ils ne frappent. Les entreprises paient des fortunes pour quelqu'un qui sait comment les méchants réfléchissent. Il y a 8 ans, j'ai rencontré Lisa Morgan lors d'une levée de fonds pour un hôpital pédiatrique. Elle avait 28 ans, j'en avais 34. Elle était magnifique, des cheveux roux et une assurance qui poussait chaque mec dans la pièce à se retourner sur son passage. Elle travaillait dans la promotion immobilière, spécialisée dans les condos de luxe en centre-ville. Mais ce qui la rendait vraiment différente, c'était ses origines. Elle venait d'un milieu très riche. Son père, David Morgan, est sénateur des États-Unis. Sa mère, Helen Morgan, est juge fédérale. Ils l'ont élevée dans une maison à 3 millions de dollars à Lincoln Park et l'ont envoyée dans des écoles privées toute sa vie. Elle avait l'habitude du meilleur. Notre premier rendez-vous m'a coûté 300 $ dans l'un des restaurants les plus chics de Chicago. Lisa a commandé le vin le plus cher sans même jeter un œil au prix. J'aurais dû y voir un signal d'alarme, mais j'étais trop mordu pour remarquer quoi que ce soit. On a brûlé les étapes. 6 mois plus tard, elle passait la plupart de ses nuits chez moi. Au bout d'1 an, je l'ai demandé en mariage avec une bague de 3 carats qui m'a coûté 18 000 $. En gros, 2 mois de salaire. Le mariage fut exactement comme Lisa le voulait. 200 invités, bar à volonté, menu en 7 services. Coût total, 85 000 $. J'ai tout payé. Les premières années, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Ma boîte explosait. Lisa gagnait bien sa vie en vendant des appartements haut de gamme. Nous avons acheté une maison de 4 chambres à Lincoln Park pour 1 200 000 $. Il y avait 2 BMW dans l'allée. On partait en vacances en Europe 2 fois par an. Lisa adorait le train de vie que ma réussite lui offrait. Vêtements de créateur, virée shopping à 3 000 $ sans même y réfléchir, vol en première classe pour chaque voyage, dîner où les plats coûtaient 60 $ pièce. Elle racontait à ses amis à quel point son mari réussissait, à quel point je travaillais dur pour lui offrir tout ce qu'elle désirait. En 2016, je brassais pas mal d'argent. Mitchell Security comptait 12 employés et des contrats majeurs avec de grandes entreprises. Lisa a dit qu'elle était prête pour des enfants. Tyler est né le 15 mars 2016, à 3h22 du matin. 3,3 kg. Il hurlait si fort que les infirmières de la chambre d'à côté l'entendaient. Madison a suivi 12 minutes plus tard. 3 kilos, si calme. On a eu peur que quelque chose n'aille pas. Tous les deux étaient parfaits, et ils ont tout changé pour moi. J'ai commencé à faire encore plus d'heures, à prendre des clients plus importants, à me dépasser plus que je ne l'avais jamais fait à l'armée. Chaque contrat, chaque nuit blanche, c'était pour leur avenir. Je voulais bâtir quelque chose qui leur offrirait toutes les opportunités possibles. Lisa semblait comprendre. Elle m'apportait du café pendant mes nocturnes au bureau, me massait les épaules quand les dossiers me stressaient, et se vantait auprès de ses copines mères de famille de tout ce que je faisais pour nous. Mais en 2018, les choses ont commencé à changer. Lisa recevait des appels auxquels elle coupait court dès que j'entrais dans la pièce. Elle s'est mise à sortir à des événements mondains sans moi. Dîner de charité, soirée de gala. Quand je lui demandais pourquoi je n'étais pas invité, elle répondait que j'étais toujours trop occupé par le travail. Bref, c'est là que Ryan Parker a débarqué. Lisa me l'a présenté comme un partenaire d'affaires. Le gars avait 35 ans, divorcé, pas d'enfant. Il roulait en BMW M5 noir,
portait des costumes à 2000 $ et possédait ce charme naturel qui fait que tout le monde boit vos paroles dès que vous entrez dans une pièce. Lisa m'a expliqué, en 10 minutes, que Ryan avait des contacts dans l'immobilier commercial qui l'aideraient dans ses plans d'expansion. Il s'associait sur un gros projet de développement en centre-ville. Elle passait des heures à son bureau pour travailler sur la stratégie et rentrait à la maison en ne tarissant pas d'éloges sur son génie. C'est là que j'ai merdé en beauté. Ryan m'a tout de suite plu. Il venait dîner toutes les quelques semaines, apportant du vin cher à 100 $ ou plus. Il avait des cadeaux pour Tyler et Emma, des jouets, des livres, des peluches. Les enfants l'adoraient. Après le dîner, Ryan et moi restions au salon à siroter du whisky, en parlant sport, politique ou stratégie d'entreprise. Il semblait sincèrement intéressé par mon travail, posait des questions intelligentes sur la sécurité d'entreprise et semblait même admirer mon passé militaire. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que chaque conversation était une collecte de renseignements. Chaque question sur ma boîte était pour lui un moyen d'apprendre comment la détruire. Chaque compliment, une façon d'étudier mes faiblesses, de comprendre comment retourner ma confiance contre moi. Il jouait sur le long terme, et c'est moi qui étais la cible. En 2019, l'attitude de Lisa à mon égard avait radicalement changé. Tout ce que je faisais l'exaspérait. Ma façon de remplir le lave-vaisselle, mes horaires de bureau, la manière dont je punissais les enfants. Tout devenait un sujet de dispute systématique. Pendant nos engueulades, elle sortait des phrases du genre « Les enfants ont besoin que leur père soit présent » ou « L'argent ne fait pas tout, Jake. La famille devrait passer en premier. » L'ironie de la chose me faisait voir rouge. Je bossais 70 heures par semaine précisément pour ma famille. Chaque contrat, chaque client, chaque nuit blanche, c'était pour que Lisa et les petits puissent vivre dans notre magnifique maison, pour que les jumeaux fréquentent la meilleure école privée de Chicago, pour que Lisa puisse continuer à mener la vie de château qu'elle avait toujours connue. Mais voici ce qui m'achevait vraiment. Même quand elle me tombait dessus à cause de mon emploi du temps, Lisa n'a jamais suggéré une seule fois de réduire nos dépenses. Elle voulait toujours ses vêtements de créateur qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Elle voulait toujours ses voyages de luxe en Toscane ou sur la Côte d'Azur, toujours ses dîners hors de prix avec des bouteilles de vin à 200 $. Elle adorait le train de vie que mon boulot lui offrait, mais elle me détestait de le lui fournir. Pendant ce temps, Ryan était toujours dans les parages. Il débarquait le samedi matin avec des cafés branchés et des bagels. Il restait pour les matchs de foot de Tyler et les récitals de danse d'Emma. Quand il restait dîner, il aidait à mettre les enfants au lit, leur lisait des histoires et prenait des voix rigolotes qui les faisaient hurler de rire. Et moi, je continuais à lui confier des choses que j'aurais dû garder pour moi. Des détails sur mes plus gros clients, les entreprises qui craignaient des fuites de données, les cadres qui avaient besoin de protection, nos finances familiales, le montant de nos économies, nos comptes d'investissement, nos polices d'assurance vie. Je pensais parler à un ami. En réalité, je fournissais des munitions à un ennemi qui planifiait de détruire ma vie. Le point de rupture est arrivé en février 2020. Je rentrais tout juste d'une mission d'1 semaine à Seattle. Une boîte de la tech avait subi une faille de données majeure et avait besoin d'une gestion de crise immédiate. Le client m'avait payé 75 000 $ pour 7 jours de travail. J'étais épuisé, mais impatient de retrouver les miens. À la place, je suis tombé sur une maison pleine d'étrangers. Lisa a à peine levé les yeux de son ordinateur portable, lâchant simplement « Ah, tu es rentré !» comme si j'étais le facteur ou un truc du genre. Tyler et Emma, qui d'habitude accouraient en criant « Papa est là !» après mes déplacements, semblaient timides, hésitants. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, Lisa a sorti une phrase qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans les tripes. « Ils n'ont plus l'habitude que tu sois là. Tu es devenu un étranger dans ta propre maison. » Cette nuit-là, allongé à côté d'une femme qui me semblait plus distante que lorsque nous sortions ensemble, j'ai pris une décision. J'allais découvrir ce qui arrivait à ma famille, et j'allais régler le problème. L'enquête a commencé doucement. 12 ans dans le renseignement militaire vous apprennent à ne pas tirer de conclusions hâtives. On rassemble les données, on analyse les schémas, on reconstitue le tableau complet avant d'agir. J'ai commencé par l'ordinateur de Lisa, un MacBook Pro qu'elle utilisait pour le travail, mais qu'elle laissait ouvert dans la cuisine pendant qu'elle préparait le café ou les enfants pour l'école.
J'avais environ 10 minutes chaque matin pendant qu'elle s'habillait à l'étage. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des fichiers supprimés. Ils ne disparaissent jamais vraiment. Quand vous supprimez quelque chose, l'ordinateur marque simplement cet espace comme disponible pour de nouvelles données. Tant que rien ne vient écrire par-dessus, tout reste exactement là où c'était. Lisa effaçait son historique de navigation et vidait la corbeille. Mais elle ne connaissait pas l'existence des fichiers fantômes et des systèmes de cache. Il m'a fallu exactement 3 heures et 17 minutes pour reconstruire l'intégralité de son empreinte numérique des 8 derniers mois. Ce que j'ai découvert m'a donné physiquement la nausée. Le côté romantique avait commencé en juin 2019. Des SMS entre Lisa et Ryan qui débutaient par des discussions professionnelles, mais qui étaient vite devenues personnelles. Ils se voyaient pour des déjeuners qui duraient 3 heures. Lisa lui envoyait des photos d'elle portant de la lingerie que je lui avais achetée, posant dans notre chambre pendant que j'étais en voyage d'affaires. Mais la liaison n'était que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se cachait un plan détaillé et sophistiqué pour détruire méthodiquement chaque aspect de ma vie. Lisa et Ryan complotaient depuis des mois. Leur stratégie était calculée, vicieuse. Ils prévoyaient de prétendre que j'avais utilisé mon matériel de sécurité pour espionner illégalement des concurrents commerciaux, ce qui détruirait ma réputation professionnelle et m'exposerait à des poursuites qui mèneraient Mitchell Security à la faillite. Ils soutiendraient que j'étais psychologiquement instable, obsédé par la surveillance et le contrôle, potentiellement dangereux pour ma famille. La mère de Lisa, la juge Helen Morgan, ferait le nécessaire pour que la bataille pour la garde des enfants tourne en leur faveur. Son père, le sénateur David Morgan, disposait de relais dans tous les milieux juridiques et d'affaires de Chicago, de quoi me blacklister de tout futur contrat. Le document le plus accablant que j'ai découvert était un projet de demande de garde sur lequel Lisa travaillait avec son avocat, un certain Lawrence Sterling. Elle m'y dépeignait comme un bourreau de travail, émotionnellement distant, ayant délaissé ses responsabilités familiales au profit de l'appât du gain. Elle affirmait que les enfants avaient peur de moi, de mon comportement imprévisible et de mon besoin excessif de contrôle. La requête suggérait que je pouvais être dangereux, soulignant ma solide formation militaire et mon accès à du matériel de surveillance qui pourrait servir à intimider ou nuire aux membres de la famille. Chaque mot était calculé pour m'anéantir. Chaque mensonge était ciselé pour paraître crédible aux yeux de juges qui ne me connaissaient pas. Lisa et Ryan avaient passé des mois à monter un dossier pour obtenir tout ce pour quoi j'avais trimé, tout en s'assurant que je ne puisse jamais reconstruire ma vie ou mon entreprise. Mais il y avait autre chose dans ces dossiers qui a attiré mon attention. Une référence à une affaire judiciaire de 2011, classée confidentielle, impliquant la famille Morgan. Quelque chose à propos d'un accident de la route traité discrètement grâce aux relations familiales. C'est là que j'ai compris que je n'étais plus en défense. Je passais à l'offensive. La phase suivante exigeait toutes mes compétences en renseignement militaire, des techniques que j'espérais honnêtement ne jamais avoir à utiliser contre des gens que j'aimais. J'ai commencé une surveillance systématique de Lisa et Ryan, documentant leurs déplacements, leurs communications et leurs activités financières. Installer du matériel d'espionnage dans ma propre maison me semblait irréel, mais c'était nécessaire. J'ai utilisé le matériel de la boîte, des caméras minuscules cachées dans les détecteurs de fumée et les cadres photos, des micros plus petits que des pièces de monnaie placés dans le sac à main et la voiture de Lisa. J'ai posé une balise GPS sur ce bracelet en diamant à 15 000 $ que Ryan lui avait offert. 2 semaines plus tard, j'ai découvert qu'il l'avait acheté avec 23 000 $ volés sur notre compte joint. En moins d'1 mois, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais des vidéos haute définition de Lisa et Ryan dans des chambres d'hôtel, au Ritz-Carlton, au Four Seasons, au Peninsula. De l'audio aussi. Ils parlaient de la façon dont ils allaient me broyer, des mensonges qu'ils raconteraient au tribunal, de comment ils se partageraient mon fric après le divorce. Le pire enregistrement venait du Ritz-Carlton Downtown, chambre 2847. Lisa portait ce bracelet en diamant. Je l'ai entendu rire et dire que mes enfants ne me connaissaient pratiquement plus. Ryan a ajouté qu'après le divorce, il s'assurerait que Tyler et Emma sachent que papa n'avait jamais vraiment été là pour eux. Lisa a acquiescé. On fera en sorte qu'ils voient la vérité.
Entendre ça m'a donné envie de tout casser. Ils prévoyaient d'empoisonner l'esprit de mes gosses avec leurs mensonges. Mais le plus juteux venait du téléphone de Ryan. Comme la plupart des criminels, il a fini par prendre la confiance. Il n'a pas assuré ses arrières. Son mot de passe, sa date de naissance, le 14 février, la Saint-Valentin. Ça aurait dû être mon premier indice sur la taille de son ego. Une fois dans son téléphone, j'ai vu jusqu'où allait leur planification financière. Ryan avait ouvert 3 comptes offshore, 2 aux îles Caïmans, 1 en Suisse. Ces 6 derniers mois, il avait déplacé de l'argent de partout. C'était un sacré paquet de cash. 340 000 $. De nos comptes joints, de l'entreprise de Lisa, et même un prêt qu'il avait contracté sur la maison sans m'en parler. Mais voilà le clou du spectacle. Ryan avait aussi réservé un aller simple en première classe pour Monaco pour le 15 mars, exactement 2 semaines après la date prévue par Lisa pour déposer les papiers du divorce. Son plan était clair. Laisser Lisa me massacrer au tribunal, prendre la moitié de mes biens, puis disparaître avec le cash volé pendant qu'elle jouerait les ex-femmes bafouées. Ce n'était pas juste de l'infidélité, c'était un vol massif, prémédité. Et Ryan allait entuber Lisa autant qu'il m'entubait. Mes recherches dans les secrets de la famille Morgan ont pris 3 semaines, mais c'était le meilleur renseignement que j'ai jamais obtenu. Cette affaire de 2011 mise sous scellé concernait le frère cadet de Lisa, Brandon Morgan. Et ce que j'ai découvert était écœurant. Brandon avait tué toute une famille en conduisant ivre. Maria Martinez, 34 ans, infirmière au Children's Memorial Hospital. Son mari, Carlos Martinez, 36 ans, ouvrier dans le bâtiment. Leur fille, Isabella, 8 ans, et Sofia, 5 ans. Ils rentraient de la fête d'anniversaire de Sofia chez Chucky Cheese quand Brandon Morgan, complètement pété au volant de la Mercedes de son père à 110 dans une zone limitée à 50, a brûlé un feu rouge et a percuté leur Honda Civic. Toute la famille Martinez est morte sur le coup. Brandon s'en est tiré avec une côte fêlée. La juge Hélène Morgan s'est démerdée pour que son fils n'ait pas à faire de vraie tôle pour avoir tué 4 personnes. Des preuves ont disparu. Des témoins ont été intimidés pour changer leur version. Le procureur a été convaincu, on ne sait comment, d'accepter un accord qui a envoyé Brandon dans une cure de désintox de luxe pendant 6 mois au lieu de la prison pour homicide involontaire. Le sénateur David Morgan a versé 150 000 $ au fonds de réélection du procureur, achetant ainsi, purement et simplement, la liberté de son fils. Cela faisait 12 ans que la famille Martinez réclamait justice. Tous les avocats leur répétaient que c'était sans espoir. Les preuves étaient sous scellé et les Morgan étaient trop puissants. Personne ne voulait y toucher. J'ai passé 3 semaines à éplucher chaque détail, à recouper les documents judiciaires et les relevés bancaires, à retrouver les témoins soudoyés, à documenter chaque once de corruption. À la fin, je tenais la preuve irréfutable que la famille Morgan avait manipulé le système pour protéger un meurtrier. J'avais désormais de quoi les anéantir tous. Mais j'ai fait un choix. J'allais laisser Lisa et Ryan abattre leurs cartes en premier. Je voulais voir jusqu'où ils seraient capables d'aller. Je voulais qu'ils s'engagent pleinement dans leur plan avant de dévoiler mon jeu. L'appel est tombé un mardi matin, au début du mois de mars. Lawrence Sterling, l'avocat de Lisa. Sa voix n'était que bassesse et faux semblant. Monsieur Mitchell, Il est dans l'intérêt de tous que nous nous rencontrions pour discuter de la requête de votre épouse. Certaines choses se règlent mieux en privé qu'au cours d'un déballage public fastidieux. Le cabinet de Sterling se trouvait au 47e étage de la Willis Tower. Tout n'était qu'acajou et codes de loi reliés de cuir. Les murs étaient couverts de prix récompensant son talent pour briser des familles. Ce type s'en mettait plein les poches en broyant des maris. Assis derrière son immense bureau, tel un monarque, il fit glisser un dossier épais vers moi. « Voici les conditions de Madame Mitchell. Signez et vous éviterez une bataille judiciaire. Une bataille que vous êtes certain de perdre. » J'ouvris le dossier et lus les exigences. Lisa demandait la garde exclusive de Tyler et Emma, ne m'accordant que des visites médiatisées un week-end par mois. Elle voulait la maison, elle voulait les 2 BMW. Elle exigeait 60% des actifs de Mitchell Securities, soit environ 1 400 000 $.
et une prestation compensatoire de 8 000 $ par mois pour les 15 prochaines années. L'accord me laissait sur la paille, avec à peine le droit de voir mes enfants. Sterling s'adossa à son fauteuil, savourant ce qu'il prenait pour de la stupeur de ma part. « Madame Mitchell dispose de preuves concernant votre comportement, Monsieur Mitchell. La surveillance constante, votre besoin de contrôle, votre distance émotionnelle envers vos enfants, votre passé militaire et votre connaissance des techniques d'interrogatoire, sans oublier votre expérience dans la sécurité des affaires, tout cela suggère d'éventuels troubles psychologiques. » Il marqua une pause, faisant durer le plaisir. La juge Hélène Morgan a déjà examiné les premiers éléments et a laissé entendre qu'elle serait très sensible aux arguments de Madame Mitchell. Voyez-vous, la juge Morgan a une sacrée réputation. C'est le haut du panier du monde juridique, connu pour son intégrité et son impartialité. Elle se retirera de toute procédure officielle, bien entendu, mais son premier avis, il pèse lourd aux yeux de tous les autres. Je refermai le dossier et fixai Sterling un instant. Puis, je sortis une enveloppe Kraft de ma mallette et la posai délicatement sur son bureau. « Donnez ceci à votre cliente. Dites-lui de le lire, très attentivement, avant qu'elle ne décide de l'intensité de l'offensive qu'elle souhaite mener. » Sterling fronça les sourcils. Il n'avait pas l'habitude qu'on les conduise ainsi. « Qu'est-ce que c'est exactement, Monsieur Mitchell ?»« Donnez-le lui, Lawrence, c'est tout. Oh, et vous devriez peut-être commencer à vous chercher un nouveau client. Vous en aurez bientôt besoin. » L'enveloppe contenait tout. Des photos d'une netteté implacable de Lisa et Ryan dans des chambres d'hôtel, faisant des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Des impressions de SMS où ils détaillaient leurs plans pour me ruiner. Des relevés bancaires montrant l'argent détourné. Des preuves des magouilles offshore de Ryan. Et le clou du spectacle, le dossier complet de l'affaire Martinez. De nouvelles preuves qui pourraient enfin faire tomber Brandon Morgan et pulvériser l'image parfaite de sa famille. Le premier appel arriva 6 heures plus tard, pile à l'heure. Lisa, la voix tremblante, entre rage et pure terreur. « Jake, il faut qu'on parle, tout de suite. Maintenant. »« Non, Lisa, tout ce que j'ai à dire est dans cette enveloppe. »« Tu ne comprends pas, ma famille, ils ont des relations partout, ils peuvent te détruire, tu n'imagines même pas à quel point. »« Ta famille a des secrets, Lisa, de sombres et sales secrets qu'ils cachent depuis 12 ans. Et maintenant, je les tiens tous. Jusqu'au dernier. » Tu bluffes. Tu essaies juste de me faire peur. Ah bon? Pourquoi ne pas demander à ta mère qui sont Maria Martinez et Carlos Martinez? Et la petite Isabella, 8 ans, et Sofia, 5 ans? Demande-lui combien ton père a payé pour éviter la prison à Brandon après qu'il a décimé toute une famille. Le silence au bout du fil parut durer une éternité. Quand Lisa reprit la parole, ce n'était plus qu'un souffle. « Qu'est-ce que tu attends de nous ? » ?»« Je veux que justice soit faite. Tu abandonnes la procédure de divorce, immédiatement. Tu signes un accord me confiant la garde exclusive de Tyler et Emma. Ryan rend chaque centime volé et disparaît, pour de bon. Et ta mère démissionne de son siège avant que je ne porte tout ça devant le FBI et les médias. Tu nous demandes de foutre nos vies en l'air. Tu as essayé de bousiller la mienne en premier, Lisa. La seule différence? Tout ce que j'ai sur ta famille est vrai, chaque mot. Peux-tu en dire autant de ta demande de garde? Le deuxième appel fut celui de Ryan, environ 1 heure plus tard. Lisa avait peur. Ryan, lui, voyait rouge. « Espèce de grand malade, tu nous espionnais? T'es qu'un psychopathe. » « Je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre de grand malade tu es. »« Je t'en prie, Ryan, ne te gêne pas. » N'oublie pas de leur parler des 340 000 $ que tu as volés. Et n'oublie pas non plus les comptes offshore et ce billet aller simple pour Monaco que tu as réservé. Je suis sûr que Lisa sera ravie d'entendre parler de ton plan d'évasion. Le silence s'installa au bout du fil. C'est ça, Ryan. Je sais tout. Chaque compte, chaque transfert, chaque magouille, chaque mensonge que tu as servi à Lisa sur tes prétendus sentiments. Tu allais l'entuber aussi profondément que tu m'as entubé. Tu allais prendre le fric et te tirer, en la laissant se démerder avec ce merdier. Tu ne peux rien prouver.
Je peux tout prouver. J'ai les relevés bancaires, les confirmations de vol, les factures d'hôtel, les virements. J'ai des preuves pour chaque crime que tu as commis cette année. La seule question maintenant, c'est: tu préfères être inculpé ici, à Chicago, ou passer ta vie à fuir les fédéraux? À toi de voir. Le troisième appel? Celui que j'attendais. La juge Hélène Morgan en personne. Sa voix, d'ordinaire forte et autoritaire, était frêle, presque brisée. Qu'est-ce que tu veux, Jake? Je l'ai déjà dit à Lisa. Que justice soit faite pour la famille Martinez. De vraies conséquences pour votre fils, pour votre famille, et que vous sortiez tous de ma vie, pour de bon. Tu me demandes de détruire ma carrière, ma réputation, tout ce que j'ai bâti en 30 ans? Avec tout le respect que je vous dois, juge Morgan, vous avez déjà détruit tout ça il y a 12 ans, quand vous avez aidé votre fils à s'en tirer après avoir assassiné 4 innocents. Je vous demande simplement de finir par assumer les conséquences de cette décision. Et si nous refusons tes conditions? Alors Maria Martinez, Carlos Martinez, Isabella Martinez et Sofia Martinez obtiendront enfin la justice qu'ils méritaient il y a 12 ans. Et toute votre famille paiera le prix fort pour ce que vous leur avez fait, à eux et à notre système judiciaire. Je raccrochais. Sans attendre sa réponse, j'avais dit ce que j'avais à dire. Ce que je n'avais pas vu venir, c'était à quel point Ryan deviendrait désespéré et stupide en se sentant acculé, sans issue. Le lendemain matin, j'appris qu'il avait tenté un coup auquel je ne m'attendais pas. Lisa m'appela à 6h47, sanglotant si fort qu'elle arrivait à peine à parler. « Jake, Ryan est parti. Il a vidé tous nos comptes joints, il s'est volatilisé, il a tout pris. Tout l'argent que j'avais mis de côté pour la nouvelle entreprise. Tout. Il m'a laissé sans rien. » Je vérifiai immédiatement mes caméras de surveillance. La voiture de Ryan, disparue du parking. Son téléphone, éteint. J'appelai mon contact chez American Airlines et mes soupçons se confirmèrent. Un certain Ryan Parker a réservé un vol de dernière minute pour Paris hier soir, me dit-elle. Départ à 23h30. L'idiot s'était fait la malle, laissant Lisa porter le chapeau pour tout ce qu'ils avaient manigancé. « S'il te plaît, Jake, » octa Lisa. « Je sais que j'ai merdé, gravement, mais on peut arranger ça. On peut s'en sortir, on peut redevenir comme avant. » Non, Lisa, tu as fait ton choix le jour où tu as décidé de détruire notre famille. Maintenant, assume. J'appelai aussitôt Tom Murphy, un vieux pote de l'armée qui travaillait à la brigade financière du FBI à Chicago. Je lui balançai tout le dossier sur Ryan, les comptes offshore, le vol dans l'entreprise de Lisa, la fuite vers la France. En moins de 6 heures, un juge fédéral gela les avoirs de Ryan. 12 heures plus tard, Interpol l'inscrivit sur sa liste de surveillance internationale. 18 heures? Il était menotté à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il tentait de prendre un vol pour la Suisse, un pays qui n'extrade pas vers les États-Unis. 2 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le bureau de Lawrence Sterling. Lisa était assise en face de moi, l'ombre de la femme sûre d'elle que j'avais épousée 8 ans plus tôt. Ses vêtements de créateur étaient froissés, son maquillage avait coulé à force de pleurer. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait l'accord de garde et les documents de partage des biens. « Signe, Lisa, c'est tout. » Elle regarda les documents comme s'il s'agissait d'un arrêt de mort. « Jake, je t'en prie. » Pense à Tyler et Emma, à ce que ça va leur faire. Ils ont besoin de leur mère. J'y pense, à chaque seconde. Je leur apprends que les actes ont des conséquences. On ne peut pas bâtir une vie sur des mensonges et s'attendre à ce qu'elles tiennent debout. Les mains tremblantes, elle signa tout. L'accord de garde, j'obtenais l'autorité parentale exclusive. Le partage des biens, elle repartait avec 50 000 $ d'effets personnels. Et des excuses formelles pour ce qu'elle appelait avoir mal interprété le dévouement de son mari envers leur famille. Les retombées furent immédiates. La juge Hélène Morgan démissionna 3 jours plus tard, invoquant des « raisons de santé ». Mais tout le milieu juridique de Chicago connaissait la vérité. Elle tentait d'échapper à des poursuites fédérales pour corruption et obstruction. Le FBI rouvrit l'affaire Martinez grâce aux nouvelles preuves que je leur avais fournies. Brandon Morgan fut arrêté chez son père, inculpé d'homicide involontaire avec véhicule,
obstruction et complot. Après avoir passé 12 ans entre les mailles du filet, il allait enfin payer pour avoir tué ces 4 personnes. La carrière du sénateur David Morgan implosa lorsque son implication dans l'escroquerie liée au Covid fut rendue publique. 30 ans de pouvoir, envolés en quelques semaines. Il a annoncé qu'il ne se représenterait pas et a pris une retraite discrète, espérant ainsi échapper à une enquête plus approfondie. Ryan Parker a été extradé de France 2 mois plus tard. Il a été inculpé de détournement de fonds, de fraude électronique, de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs. Le FBI lui a proposé un marché. 7 ans de prison s'il rendait tout l'argent volé et témoignait contre tous ses complices. Il a accepté. Lisa a tout perdu. Sa réputation dans la haute société de Chicago, foutue. Son agence immobilière, elle s'est effondrée quand les clients ont eu vent du scandale. Ses amis fortunés ont cessé de l'appeler. Elle a vendu sa BMW, ses bijoux, ses vêtements, rien que pour payer plus de 200 000 $ de frais d'avocat. Elle a fini réceptionniste dans un petit cabinet immobilier à Schaumbourg pour 32 000 $ par an. Moins que ce qu'elle claquait en sac à main chaque mois. Et moi, j'ai récupéré mes enfants. Tyler et Emma vivent avec moi à plein temps désormais. Et pour la première fois depuis des années, notre maison ressemble à un foyer, pas à un champ de bataille. Ils ont 8 ans maintenant, assez grands pour comprendre que les adultes font de mauvais choix et que les familles changent. Mes affaires sont florissantes. Le tout Chicago a appris comment j'avais géré Lisa et Ryan. Les clients ont commencé à me solliciter, sachant que je pouvais les protéger de n'importe quoi. Mitchell Security Consulting compte aujourd'hui 28 employés, et notre chiffre d'affaires annuel s'élève à 4 200 000 $. Mais le plus important, c'est que j'ai changé ma façon d'occuper mon temps. Le matériel de surveillance a disparu de la maison. Les nuits blanches au bureau ont laissé place aux histoires du soir et aux pancakes aux pépites de chocolat du samedi matin. J'entraîne l'équipe de baseball de Tyler, les Lions de Lincoln Park, et j'aide Emma pour ses projets d'art plastique qui envahissent la table de la cuisine. Je suis enfin là pour eux, parce que j'ai fini par comprendre ce que j'avais failli perdre. 6 mois après le divorce, je me trouvais dans le jardin par une douce nuit d'été, à regarder Tyler et Emma courir sous les arroseurs automatiques, riant à s'en étouffer. Ils étaient tellement heureux, d'une innocence totale. Ils n'avaient aucune idée de la guerre que j'avais menée pour préserver leur enfance et leur assurer un avenir. C'est là que j'ai réalisé. Lisa avait raison sur un point, au fond. J'avais fait passer le travail avant ma famille pendant bien trop longtemps. Mais c'est fini. Plus jamais. Désormais, chaque décision que je prends est dictée par l'intérêt de Tyler et Emma. On me demande si je regrette la tournure qu'ont prise les événements, si j'aurais aimé sauver mon mariage plutôt que de le faire exploser. La réponse est simple. On ne peut pas sauver quelque chose qui a été bâti sur des mensonges dès le départ. Dès le premier jour, Lisa et Ryan ont cru qu'ils pouvaient se jouer de moi, me manipuler, parce qu'ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Un bourreau de travail trop occupé par ses affaires pour remarquer qu'il me la faisait à l'envers. Ils se trompaient lourdement. Et ils se trompaient sur tout le reste aussi. Leur erreur leur a coûté tout ce qu'ils pensaient désirer. Ma patience, mon expérience et ma planification m'ont rendu ce qui compte vraiment. Je n'ai pas gagné par désir de vengeance ou par colère. J'ai gagné parce que j'ai fait mes devoirs, que j'ai bien réfléchi, et que je savais que la vérité finit toujours par triompher, aussi parfait que soient les mensonges. Lisa et Ryan se sont détruits eux-mêmes par leur propre cupidité, leur arrogance et leur stupidité. Je me suis simplement assuré qu'ils n'entraînent pas mes enfants dans leur chute. C'est là toute la différence entre la justice et la vengeance. La vengeance consiste à faire payer quelqu'un pour le mal qu'il vous a fait. La justice consiste à protéger ce qui est essentiel et à s'assurer que les gens paient pour leurs actes. Aujourd'hui, mes enfants rient et jouent dans le jardin, pendant que mon entreprise continue de protéger les gens honnêtes des malfaisants. Lisa répond au téléphone dans une zone d'activité quelconque, apprenant enfin ce que sont de vraies conséquences. Ryan compte les jours dans sa cellule. Parfois, les gentils gagnent vraiment. Parfois, la patience et la préparation l'emportent sur l'arrogance et la cupidité.
Et parfois, la vérité suffit.